La notion d'effet de levier peut se résumer assez simplement en disant que plus l'entreprise s'endette, plus sa rentabilité financière est élevée, sous condition. Pour définir plus précisément l'effet de levier, il convient de bien définir deux ratios. D'une part, la rentabilité économique, notée RE, qui correspond à la rentabilité de l'actif de l'entreprise, c'est donc le REX rapporté au total de l'actif, et comme le total de l'actif est égal au total du passif, c'est donc REX sur capitaux propres plus dette. Le deuxième ratio est la rentabilité financière, RF, qui est en fait la rentabilité des capitaux propres, qui est donc le résultat net rapporté aux capitaux propres. La formule de la rentabilité financière est écrite ici. C'est la formule de l'effet de levier. La rentabilité financière est égale à la rentabilité économique après impôt, plus RE-I qu'on appelle le différentiel de l'effet de levier après impôt, que multiplie le bras de levier ou le ratio d'endettement D sur CP. Il ressort que, à partir du moment où il y a un plus devant RE-I, lorsque l'on augmente le ratio d'endettement ou le bras de levier, c'est-à-dire finalement si on augmente le poids de la dette dans le financement, comme il y a un plus, on améliore la rentabilité financière. Cela suppose toutefois que ce différentiel de l'effet de levier RE-I soit positif, c'est-à-dire que la rentabilité économique RE soit supérieure au coût de la dette. Et dans ce cas, on dira que l'entreprise profite de l'effet de levier. En revanche, si RE-I est négatif, c'est-à-dire si RE est inférieur à I, eh bien, toute augmentation de la dette dans le financement se traduit par une détérioration de la rentabilité financière et l'on dit alors que l'entreprise est victime de l'effet de massue ou effet boomerang au sens où la dette se retourne contre l'entreprise. Alors, pour illustrer tout cela, on va prendre un exemple qui est le suivant. On a une entreprise qui prévoit de réaliser l'an prochain un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Son coefficient de marge sur coût variable est de 40%, ses charges fixes sont de 240 000 euros par an et le total de son actif est de 400 000 euros. Et on se demande s'il est préférable de financer cette entreprise à 100% par capitaux propres ou à 50% par capitaux propres et à 50% par dette, laquelle dette coûte 9% en distinguant deux cas. Le premier cas, c'est le chiffre d'affaires réalisé est égal à 90% du chiffre d'affaires prévu. Et le deuxième cas, c'est le chiffre d'affaires réalisé est égal à 110% du chiffre d'affaires prévu. On aura donc 4 cas à traiter, parce que dans le premier cas où le chiffre d'affaires est supposé égal à 90% du chiffre d'affaires prévu, on devra distinguer deux structures financières, d'une part 100% de capitaux propres et d'autre part 50% de capitaux propres et 50% de dette. Et dans le deuxième cas, pareillement, soit on aura 100% de capitaux propres, soit on aura 50% de capitaux propres et 50% de dette. On va résoudre tout cela en faisant un petit tableau. On va donc commencer par préciser quel est le chiffre d'affaires qui va être réalisé. Donc on va rappeler quelle est la règle, d'accord? Chiffre d'affaires réalisé, c'est soit 90% du chiffre d'affaires prévu, soit 110% du chiffre d'affaires prévu. Du coup, puisqu'on connaît quel était le chiffre d'affaires prévu, 750 000, on peut en déduire le chiffre d'affaires réalisé. Soit c'est 90% de 750 000, ce qui nous fait 675 000, soit c'est 110% de 750 000, ce qui nous fait 825 000. Puisque je connais le coefficient de marge sur coût variable, on peut en déduire la marge sur coût variable qui sera égale au coefficient de 40% appliqué au CA, ce qui nous fait 40% de 675 000, première hypothèse, et 40% de 675 000, ça nous fait 270 000, ou deuxième hypothèse, 40%
de 825 000 qu'on vient d'obtenir, et 40% de 825 000, ça nous fait 330 000. Naturellement, on va chercher à aller jusqu'au résultat net pour voir quelle est dans chacun des cas la rentabilité financière que l'on va chercher à maximiser. Donc pour passer à l'EBE, on va déduire les charges fixes, qui sont de 240 000, ce qui me conduit à un EBE de 30 000, 270 000 moins 240 000, ça fait 30 000, et ici un EBE de 330 moins 240, ça nous fait 90 000 euros. Théoriquement, on devrait enlever les dotations aux amortissements, mais en fait, il n'y en a pas ici. Du coup, le REX va se retrouver égal à l'EBE, et il sera donc égal soit à 30 000, soit à 90 000 euros. Alors ensuite, pour déterminer le montant des frais financiers, il faut connaître la structure financière de l'entreprise. Car s'il n'y a pas de dette, il n'y aura pas de frais FI. Donc on va distinguer deux bilans possibles. Les actifs de 400 000 peuvent être financés par capitaux propres à hauteur de 400 000. Financement à 100% par capitaux propres. Du coup, il n'y a pas de dette. Donc total du bilan 400 000. Deuxième possibilité, les actifs de 400 000 sont financés à 50% par capitaux propres, qui s'établissent donc à 200 000, et à 50% par dette, qui s'établit donc à 200 000 aussi, ce qui fait bien un total de 400 000. Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires réalisé serait égal à 110% du chiffre d'affaires prévu, on peut également prévoir ces deux types de structures financières, c'est-à-dire, premier cas, les actifs de 400 000 sont financés exclusivement par capitaux propres à hauteur de 400 000 et donc absence de dette. Et deuxième possibilité, les mêmes actifs de 400 000 sont financés à hauteur de 50% par capitaux propres, ce qui nous fait 200 000, et 50% par dette, c'est-à-dire encore 200 000. Alors, munis de tout ça, nous pouvons déterminer le montant des frais financiers. Le montant des frais financiers. Ces frais financiers, nous savons qu'ils sont à 9%. Enfin, quand la dette est égale à 0, il n'y a pas de frais financiers. Quand la dette est égale à 200 000, nous avons 9% de 200 000, ce qui nous fait 18 000 de frais financiers à déduire. Et pareillement ici, puisqu'on a de même 200 000 de frais FI à 9%, ça fait bien 18 000. Une fois que nous avons le REX qui est ici et les frais FI qui sont là, nous pouvons facilement en déduire le RCAI, qui n'est autre que REX moins frais FI. Donc 30 000 moins 0, ça nous fait 30 000. 30 000 moins 18 000, ça nous fait 12 000. Ensuite, 90 000 moins 0, ça nous fait 90 000. Et enfin, 90 000 moins 18 000, ça nous fait 72 000. Ce RCAI va être imposé. On va donc là-dessus payer un IS. Disons que l'IS est à 30%, par exemple, ce qui nous fait 9 000, ce qui nous fait 3 600. Nous appliquons à chaque fois 30% au RCAI, ce qui nous fait 27 000. Et ce qui nous fait, en prenant 30% de 72 000, 21 600. On en déduit évidemment le résultat net. Donc 30 000 moins 9 000, ça fait 21 000. 12 000 moins 3 600, ça nous fait 8 400. Ensuite, 90 000 moins 27 000, ça nous fait 63 000. Et pour terminer, 72 000 moins 21 600, ça nous fait 50 400. Ce résultat net va être apporté aux capitaux propres pour déterminer la rentabilité financière. Résultat net sur capitaux propres. Donc première colonne, 21 000 de résultat net pour 400 000 de capitaux propres.
ce qui nous fait en fait 21 sur 400. Ça nous fait 5,25%. Deuxième colonne, j'ai 8400 de résultats nets sur 200 000 de capitaux propres, ce qui nous fait 4,20%. Troisième colonne, nous avons 63 000 de résultats nets sur 400 000 de capitaux propres, ça nous fait 15,75%. Et dernière colonne, nous avons 50 400 de résultats nets sur 200 000 de capitaux propres, ce qui nous fait 25,20%. Avant de conclure, nous allons calculer la rentabilité économique, qui est une rentabilité des actifs, qui est le REX rapporté au total de l'actif, c'est-à-dire rapporté à capitaux propres plus dette. Donc le REX, ici, il est de 30 000 sur capitaux propres plus dette, c'est-à-dire 400 000. Et si je fais 30 sur 400, ça me fait 7,5%. Idem dans la colonne d'à côté, puisque j'ai toujours capitaux propres plus dette qui fait 400 000. En revanche, dans les deux dernières colonnes, si j'ai un REX de 90 000 rapporté à un total de bilan de 400 000, cela me fait 22,5%. Et ce qui ressort de ce tableau, c'est que dans la première série de calculs, eh bien, nous constatons que avec un financement uniquement par capitaux propres, la rentabilité financière est meilleure, alors que dans le deuxième cas, avec un financement à 50% par capitaux propres et à 50% par dette, c'est là que la rentabilité est meilleure. Donc ce que l'on constate, pour conclure, c'est que si l'on est dans l'hypothèse dans laquelle le chiffre d'affaires réalisé est égal à 90% du chiffre d'affaires prévu, l'endettement de l'entreprise, le fait de porter la dette de 0 à 200 000 conduit à dégrader la rentabilité financière qui est ramenée de 5,25 à 4,20%. Alors que, dans l'autre cas, lorsque le chiffre d'affaires réalisé est égal à 110% du chiffre d'affaires prévu, le fait de porter la dette de 0 à 200 000 permet d'améliorer la rentabilité financière et de la porter de 15,75 à 25,20. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, on va dire que l'entreprise qui dégrade sa rentabilité financière en s'endettant est victime de l'effet de massue. En effet, la rentabilité économique de 7,5% se retrouve inférieure au coût de la dette de 9%. Alors que dans l'autre cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires réalisé est égal à 110% du chiffre d'affaires prévu, la rentabilité économique de 22,5% se retrouve être supérieure au coût de la dette de 9%. Donc dans le premier cas, l'entreprise est victime de l'effet de massue. Dans le deuxième cas, elle bénéficie de l'effet de levier.